L'ONU vote une résolution qui appelle à l'arrêt des hostilités, à la mise en place d'une force internationale qui se déploierait en lieu et place des troupes israéliennes au Liban. Le Premier ministre libanais parle d'un triomphe pour la diplomatie. Après le complot terroriste déjoué à Londres, dont on sait pour l'instant fort peu de choses, les procédures d'embarquement et de contrôle des bagages sont évidemment beaucoup plus longues. Certains pays envisagent même de les appliquer à tous les vols. Alors que la plupart des incendies qui se déclarent sont d'origine criminelle, les pompiers et les gendarmes tentent de traquer les pyromanes. Des procédures sont mises au point, nous vous les montrerons. L'ordinateur à la maison, PC en anglais, est né il y a 25 ans. Il a connu une croissance exponentielle, plus léger, plus rapide, plus puissant et surtout 12 fois moins cher. La route du rock passe par Saint-Malo, le long des remparts. Le fort de Saint-Père résonne de musique électronique, pop, rock ou funk, jusqu'à demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Nations Unies ont adopté hier soir à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité une résolution pour arrêter les hostilités au Liban, tant du côté du Hezbollah que d'Israël. Une force conjointe des Nations Unies et du Liban serait créée pour assurer la sécurité au sud et l'armée israélienne devrait progressivement se retirer. Compte rendu de notre correspondante à New York, Martine Laroche-Joubert et Eric Rogals. La résolution 1701 est votée. Un heureux dénouement après le léger baiser de Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine, à Philippe Douste-Blazy. Une complicité qui reflète l'embellie des relations franco-américaines et leur efficacité au Conseil de sécurité. S'il vous plaît, levez vos mains, ordonne le président de séance. À l'unanimité, ces 15 membres adoptent la résolution pour un cessez-le-feu au Liban. Ses principaux chapitres: la cessation totale des hostilités. 15 000 casques bleus seront déployés au sud du pays en soutien de l'armée libanaise. Ils ne pourront utiliser la force qu'en cas de légitime défense. Pendant ce temps, les forces israéliennes devront parallèlement se retirer. Mais Condoleezza Rice ne se fait pas d'illusions. Pour que cette résolution marche, il faut que les parrains du Hezbollah, l'Iran et la Syrie la respectent. Le chemin risque d'être long. C'est un premier pas, mais c'est un bon premier pas, dit-elle tout de même avec optimisme. Le Liban, par cette résolution, reprend sa souveraineté, son indépendance, son intégrité. Et le Liban est un pays ami de la France. Et quel rôle a joué la France, justement? La France, depuis le début, joue un rôle d'équilibre en défendant ce pays ami dont rien ne justifie la destruction et en même temps en disant qu'Israël a le droit à la sécurité. Ici à New York, la diplomatie a remporté une victoire, mais c'est sur le terrain qu'elle sera jugée. Les prochains jours seront cruciaux. Et le gouvernement libanais devrait dans la soirée accepter cette résolution. Le Premier ministre, je vous le disais, l'a d'ores et déjà qualifié de triomphe pour la diplomatie libanaise. Quant au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, que vous voyez sur cette image, il a déclaré qu'il était prêt à coopérer avec l'armée libanaise et les forces de l'ONU, tout en indiquant que le Hezbollah est en droit de résister aux forces israéliennes tant qu'elles occupent le sol libanais. Une sorte de oui mais, donc. Bertrand Koch, vous êtes sur place au Liban. Alors, en attendant la décision officielle du gouvernement, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que le Hezbollah sort plutôt renforcé de cette résolution ? Oui, c'est en tout cas l'impression qui prévaut dans l'opinion publique libanaise. Hassan Nasrallah, qui est apparu cet après-midi à la télévision, semble bien être le grand vainqueur de toute cette affaire. Nasrallah, le chef du Hezbollah, l'homme dont les Israéliens voulaient l'élimination, entré en clandestinité depuis un mois, mais qui est là, toujours là, bien présent, incontournable pourrait-on dire, qui se paye le luxe d'apparaître comme un modéré, de se dire le garant de l'unité du Liban. Effectivement, cet après-midi, il a fait savoir qu'il acceptait, que son mouvement acceptait la résolution des Nations Unies, avec certes quelques réserves, mais enfin, il a tout de même prévenu les Libanais que la guerre n'était pas finie pour autant et qu'il se réservait le droit de se défendre tant que continuerait l'agression israélienne. Le Hezbollah, qui a d'ailleurs fait savoir cet après-midi avoir détruit 4 chars israéliens plus au sud, à la frontière avec Israël. Une information à prendre avec évidemment toutes les précautions d'usage. Merci Bertrand pour ces précisions. En tout cas, l'accord à l'ONU n'a pas empêché Israël d'engager de nouvelles forces. Dès la nuit dernière, 30 000 hommes ont été mobilisés pour l'offensive terrestre et l'aviation poursuit ses raids. Sur le plan militaire, donc pas d'accalmie. Philippe Bisserias. Des blindés, des hélicoptères, des fantassins, près de 30 000 soldats montent au front. L'armée israélienne entre en force au sud Liban
Une offensive militaire qu'Israël souhaite décisive avant l'entrée en vigueur de la résolution de l'ONU. On va la gagner, cette guerre. L'armée aurait pénétré de 11 km à l'intérieur du Liban et contrôlerait les villes de Gandourieh et Marjayoun. L'objectif, repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani. Nous essayons maintenant de nettoyer le Liban du Sud de bases de lancement des missiles et des roquettes. Derrière ces images d'une armée israélienne victorieuse, une réalité plus nuancée. À l'hôpital de Haïfa, l'arrivée des soldats israéliens blessés et épuisés témoigne de l'âpreté des combats. Ce soir, l'armée israélienne annonce que 7 de ses soldats ont été tués aujourd'hui. Le Hezbollah prétend avoir détruit 18 blindés israéliens. Des pertes non reconnues par Israël, mais des images non datées de la bataille de Marjayoun montrent plusieurs chars israéliens touchés par des roquettes du Hezbollah. Pour les civils, des deux côtés de la frontière, le cauchemar continue. Aujourd'hui, le Hezbollah a tiré plusieurs dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. L'aviation israélienne, elle, a poursuivi ses bombardements, routes, ponts, centrales électriques. Ils peuvent continuer à bombarder, à attaquer, à détruire, à tuer. Nous resterons pour travailler, pour reconstruire et pour résister. Hier soir, un convoi de plusieurs centaines de civils encadrés par l'armée libanaise a été bombardé par l'aviation israélienne. Bilan, selon la police libanaise, 7 morts, 36 blessés. Pour Israël, ce convoi circulait sur une route habituellement empruntée par le Hezbollah sans autorisation, version que conteste l'ONU. En direct de Jérusalem, nous retrouvons Charles Anderlin. Alors Charles, officiellement, le gouvernement israélien ne s'est pas encore prononcé, mais de toute façon, Israël ne se retirera pas du Liban sans condition. Non. Et les forces israéliennes ne quitteront le Liban que lorsqu'elles seront remplacées par des casques bleus avec l'armée gouvernementale libanaise. Maintenant, sur les opérations qui se déroulent actuellement, les forces israéliennes sont parvenues en certains endroits au Litani. Israël a procédé à la plus importante opération militaire depuis la guerre au Liban en 1982. C'est aussi la plus importante opération héliportée de son histoire. 50 hélicoptères ont déposé des centaines d'hommes le long du fleuve Litani. Il s'agit de créer une sorte de poche prenant dans la nasse un maximum de villages et de fortifications du Hezbollah. Alors, le cessez-le-feu pourra effectivement entrer en vigueur théoriquement lundi matin, lorsque l'armée estimera avoir atteint ses objectifs, c'est-à-dire boucler le sud Liban, et ensuite elle procédera au ratissage. Merci Charles pour ces précisions. Direction Haïfa maintenant, où la population subit des tirs de Katyusha depuis des semaines. On a du mal à croire à la fin des hostilités et les Israéliens regrettent même que l'éradication du Hezbollah ne soit pas achevée. Dorothée Oliéric et Alon Grégo. Comme la plupart des villes du Nord, Haïfa s'est vidée en partie de ses habitants parce qu'elle vit sous le feu des missiles depuis un mois. Les habitants qui sont restés, malgré la menace du Hezbollah, ne sont guère convaincus par la résolution de l'ONU et l'idée d'un cessez-le-feu. Si on accepte le cessez-le-feu maintenant, ce sera un échec terrible. On aurait dû lancer la grande offensive dès le début de cette guerre, après l'envoi du premier missile. C'est pas une bonne chose de cesser le feu. Si on le fait, ça veut dire que le sang des soldats aura coulé pour rien. On devrait terminer cette guerre. Dans ce café branché d'Haïfa, une seule personne se dit satisfaite des dernières manœuvres diplomatiques, un jeune homme arabe-israélien. Le cessez-le-feu, c'est bien pour les deux côtés. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut retrouver une vie normale. Quelle que soit la résolution, je ne crois pas que ça marchera. Le Hezbollah n'est pas une vraie armée. Ils ne feront pas ce qu'ils disent. Ils se faufileront derrière l'armée libanaise et se réarmeront. Dans 2 ou 3 ans, on aura une nouvelle guerre. Au moment où nous interrogeons cette jeune fille, les sirènes retentissent. Chaque fois, c'est l'annonce lugubre d'un missile sur la ville. Tous se lèvent. Chacun se demande où va tomber celui-ci. Il n'y a pas d'abri, mais ils se mettent un peu en sécurité à l'intérieur de l'établissement. Maintenant, quand j'entends la sirène, je cherche un endroit pour me protéger. La semaine dernière, un missile a explosé tout près de moi. Je n'ai rien eu, mais j'étais couvert de débris. Ça m'a servi de leçon. Après l'alerte, la ville retrouve son calme, en apparence seulement. Mon frère m'a dit, la guerre est finie, viens te promener avec moi. Tu peux enfin sortir de la maison, car ça fait un mois que je vis terré chez moi. Je suis donc sortie et 5 minutes après, il y avait encore cette terrible sirène. J'en tremble encore.
Qu'il soit pour la guerre ou qu'il soit pour la paix, une chose réunit tous les Israéliens. Ils veulent l'arrêt total et définitif des tirs de roquettes Katyusha et de missiles sur le sol israélien. Direction tir maintenant côté libanais. Les populations civiles sont très sceptiques, elles aussi, sur l'arrêt des combats. Il est vrai qu'ils ont vu passer beaucoup de résolutions des Nations Unies, dont bien peu ont été respectées. Reportage Bertrand Coq et Lionel Langlade. C'est au matin que les Libanais ont appris que la veille, à New York, on avait voté pour eux. Mais pour avoir fait l'objet de tellement de résolutions par le passé, ils ont appris à les accueillir avec circonspection. La résolution est bonne à condition que les deux camps la respectent. Combien de fois l'ONU a voté de résolutions et jamais Israël n'en a respecté une seule? En attendant, les Israéliens poursuivent leur matraquage des positions supposées du Hezbollah. À l'est de Tyr, il y a des combats au sol avec des pertes des deux côtés. La population qui n'a pas fui ne croit guère à un prochain cessez-le-feu. Si la résolution est appliquée, dit l'imam, c'est bien pour le peuple libanais, bien pour les gens du Sud et ceux de Beyrouth, qui ont tellement souffert depuis un mois. Pour l'archevêque maronite de Tyr, les uns et les autres n'ont pas d'autre choix que d'accepter la résolution. Les guerriers sont fatigués et il n'y a que des perdants. Et les deux parties sont bien disposés pour se faire de la paix, mais parce que je crois que c'est faute de mieux, parce qu'ils n'ont d'autre issue que l'entente pour le moment. Faut-il y voir un geste de bonne volonté? Les Israéliens ont autorisé aujourd'hui un bateau de la Croix-Rouge chargé de vivres et bloqué à Chypre depuis 10 jours à entrer dans le port de Tyr. Et puis à Paris, 3000 personnes ont manifesté place du Châtelet pour réclamer l'arrêt immédiat et sans condition des bombardements au Liban. Ils répondaient à l'appel lancé par le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. À Londres, après la découverte d'un possible complot terroriste visant les vols transatlantiques, les informations dont dispose Scotland Yard restent très maigres. Une trentaine de personnes est toujours interrogée et dans la rue, les Britanniques n'ont rien perdu de leur flegme. Reportage à Londres, Arnaud Miguet et Arnaud Levert. La guerre contre le terrorisme continue ce soir en Grande-Bretagne. Le niveau d'alerte est toujours maximum, malgré le coup de filet aux ramifications internationales de cette semaine. Mais que sait-on exactement après 3 jours d'enquête? Tout serait parti du Pakistan avec l'arrestation de ce Britannique, Rashid Raouf, selon Islamabad, le cerveau du complot manqué. Son interpellation aurait conduit à celle de 24 individus en Grande-Bretagne. Scotland Yard, d'habitude plus prolixe en informations, en donne étonnamment peu. Aucun commentaire sur les perquisitions, pas de traces d'explosifs ni de billets d'avion. Si on ne tient pas compte de la vague de spéculation des médias en Grande-Bretagne et surtout aux États-Unis sur ce que les services de sécurité connaissent réellement, finalement on s'aperçoit que les preuves sont très limitées. 19 noms seulement connus grâce au site de la Banque d'Angleterre qui a gelé leurs comptes bancaires, permettant ainsi aux journalistes d'esquisser les portraits de ces jeunes gens de confession musulmane au quotidien ordinaire. Si ordinaire que certains observateurs restent du coup dubitatifs sur leur appartenance au terrorisme. Il faut s'assurer qu'il n'y ait plus d'erreurs commises, car s'il y en a, cela risque d'aliéner toute la communauté. À Scotland Yard, on reste très prudent. Il y a 2 mois, un complot terroriste déjoué s'est avéré être une erreur. Peut-être en saura-t-on plus mercredi prochain, date limite fixée pour l'interrogation des 22 suspects. Depuis le 11 septembre 2001, quelques 1061 personnes ont été arrêtées sous le coup de la loi antiterroriste. Mais au final, seuls 158 ont été condamnés. Et Scotland Yard de se justifier en rappelant cet adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et justement, dans tous les aéroports européens, les contrôles au départ se sont évidemment renforcés. De nombreux objets, notamment tous les gels et liquides, sont interdits en cabine. L'Allemagne envisage d'étendre ces mesures à tous ses vols. Et à Paris, Air France demande aux passagers de se présenter au moins 3 heures avant le décollage. Amaury Guibert et Véronique Dans. Aéroport de Roissy. Depuis 2 jours, la même scène à l'embarquement des vols pour les États-Unis. J'ai du dentifrice, j'ai du parfum et j'ai du savon. D'accord, alors il faudra enregistrer tous les bagages. Impossible d'emporter ces produits dans son bagage à main. Pour les vols partant de France à destination des États-Unis, de Grande-Bretagne ou d'Israël, tous les liquides, mais aussi le gel douche, le shampoing ou la pâte dentifrice sont désormais prohibés en cabine.
En Allemagne, cette interdiction pourrait bientôt concerner tous les vols, une décision plutôt bien acceptée par les passagers. Bien sûr, c'est embêtant si vous avez soif dans l'avion. Mais c'est normal, je le comprends. Et on le fera sans se plaindre. Fouille à 100% des bagages à main, nouveau système de détection, toutes les procédures de sécurité devraient être revues. Et cela risque de se traduire par une augmentation du prix du billet. Faut-il donc s'attendre à une baisse du trafic? Les professionnels du tourisme ne sont pas tous inquiets. Les clients aujourd'hui recherchent avant tout un maximum de sécurité, que ce soit sur les vols réguliers que sur les vols touristiques. Et je pense qu'aujourd'hui, leur donner ces gages de sécurité vont au contraire leur faire, je l'espère, aimer un peu plus l'avion. Mais parce que l'avion n'a pas de concurrent sur la majeure partie des destinations, c'est d'abord contraint et forcé que les passagers devront s'accommoder des nouvelles mesures de sécurité. En France, les incendies restent peu nombreux cet été en dépit des fortes chaleurs. Dans le Var, tout de même, un camp de vacances de 2000 personnes a été évacué pendant quelques heures à Arc-sur-Argens. Les feux sont désormais immédiatement étouffés par d'importants moyens. Ils sont donc sous contrôle. Et c'est cette nouvelle méthode qui a été mise au point par les pompiers pour éviter les nouveaux ravages du feu. Jenny Briffa et Nils Brinelli. La forêt brûle depuis un peu plus d'une heure et déjà 7 Canadair sont en action. Grâce à eux, au sol, le feu est stabilisé. Mais les flammes ont déjà détruit 150 hectares et quelques cabanons. Mais ça brûle plus, hein? Sûr? Et la maison, elle a brûlé ou pas? Et les animaux? Non. En 3 quarts d'heure, les flammes étaient derrière la maison. Vous avez dû partir? Oui, on était obligé. La zone est déserte. Dès l'alerte donnée, les 2000 habitants de ce quartier ont été évacués. Les renforts continuent à arriver, 120 camions et 600 hommes sont mobilisés. Parlez, chef secteur droit. Cette entreprise, ce gros brûlot qui se développe, va tomber sur le brûlé. À quelques centaines de mètres du feu, le PC des pompiers. Ils dirigent leur équipe minute par minute grâce à cette carte. Nous savons où il y a des maisons, où il y a des axes, des cours d'eau, des coupures de débroussaillés pour mettre les engins. Sur la zone du feu, la majorité des unités étaient prépositionnées en renfort dans la région. En moins de 4 heures, ils ont maîtrisé le feu grâce à une stratégie bien rodée. On frappe vite et fort, ça veut dire j'arrive très vite avec des moyens aériens. Pendant ce temps, les moyens terrestres se dépêchent. Cette action complémentaire, c'est de mettre un maximum d'eau sur le feu. Jusqu'à demain, les pompiers restent mobilisés pour surveiller toute reprise éventuelle du feu. La plupart de ces incendies étant d'origine criminelle, des cellules d'enquête de gendarmerie se rendent sur place après chaque feu pour en identifier les causes et donc traquer les pyromanes. Exemple à Bugarac dans l'Aude avec Christelle Marty et Guillaume Fautra. Son travail commence une fois l'incendie éteint. La mission de ce gendarme, pas comme les autres, faire parler un tas de cendres. 2 hectares de pâturage ont brûlé cette nuit. À lui de trouver des indices pour comprendre ce qui a provoqué l'incendie. On gratte toute la zone, essayer de voir si on trouve par exemple une tache qui pourrait correspondre à un hydrocarbure ou si on retrouve une trace qu'on appelle d'accélérant. Une tache d'hydrocarbure voudrait dire qu'il s'agit sans doute de l'acte d'un pyromane. Parmi les trouvailles de notre enquêteur, une bouteille de plastique, sans doute celle d'un passant. Ce qui attire maintenant son attention, c'est un mégot de cigarette. L'incendie serait donc plutôt accidentel, le cas le plus courant dans le département. On est à peu près à un cas sur 5, où on est sûr que c'est criminel par la répétition des départs de feu et par des éléments retrouvés sur le terrain. Mais l'enquête ne s'arrête pas pour autant. Direction le village voisin. Aux gendarmes maintenant de savoir qui est l'auteur de cette négligence. Et cette nuit, est-ce que vous avez entendu quelque chose? J'ai même pas entendu. S'il est retrouvé, l'auteur de cet incendie, même involontaire, ne s'en sortira pas sans mal. C'est un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, donc c'est passible du tribunal correctionnel. Donc ça peut aller jusqu'à de la prison ferme et ça peut aller jusqu'à des amendes très lourdes, quoi. Jusqu'à 1 an de prison pour un incendie accidentel. Ces enquêtes permettent surtout de débusquer les pyromanes. Dans l'Aude, 5 ont été arrêtés depuis le début de l'été.
En Espagne, les enquêteurs soupçonnent que les incendiaires sont déjà organisés en groupe. Une vingtaine de pyromanes ont été arrêtés et la police promet des récompenses aux témoins. 5 personnes ont péri en Galice lors des incendies cette semaine. Reportage dans un village où s'est déclaré un incendie justement. Anouk Burel et Mathias Barrois. Il y a des feux qui ne s'éteignent jamais. Les Canadaires viennent tout juste de repartir, mais les brasiers s'enflamment à nouveau de tous les côtés. Eh, là-haut, c'est dangereux. Il y a des femmes juste à côté des maisons. Là-bas, là-bas, il faut aller là-bas. Derrière les champs de maïs, il y a tout un quartier. Le feu s'emballe, attisé par le vent, et chacun essaye de lutter. Là-haut, ils sont cernés par le feu, il y a des gens à l'intérieur. Ils viennent de m'appeler au téléphone, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont nombreux? Il y a 5 personnes, je crois. Ils veulent qu'on appelle les pompiers pour qu'ils les sauvent. Là-haut, il y a aussi la maison des parents de cette jeune fille. C'est la fin du monde. On va tous mourir ici. Moi, je comprends pas ça. Pourquoi ils nous font ça? La peur se lit sur tous les visages. Le courage aussi de ses voisins qui décident malgré tout d'aller sauver eux-mêmes les villageois pris dans les flammes. Je vais voir une amie. Elle est à l'intérieur, dans sa maison. Hé, mettez ça sur la bouche avant d'y aller. Là-haut, les pompiers sont arrivés à temps. Les gens sont sains et saufs. Le feu est arrivé de là-haut en 2 secondes jusqu'ici. Hé, est-ce que tu as des chiffons mouillés? Hein? Des chiffons mouillés? Non, tiens, prends mon masque. La jeune fille a retrouvé ses parents et leur maison, par miracle, tient toujours debout. Menacée par les flammes et par les fumées depuis une semaine, la Galice est désormais menacée par ces vents violents du week-end. Il suffit d'un instant pour que tout un village s'embrase. Il n'y a eu ici, heureusement, aucun blessé grave. Sur les routes de France, la journée s'annonçait difficile, elle fut franchement calamiteuse, avec un pic de plus de 700 km de bouchons à la mi-journée. Beaucoup de départs liés au long week-end du 15 août. En Vallée du Rhône, reportage de Virginie Fichet et Jean-Claude Martin. C'était une belle journée pour admirer le vignoble le long de l'autoroute au rythme des ralentissements. Les ennuis ont commencé dès 8 h ce matin au sud de Lyon. 10 km de bouchons au péage de Vienne. Le réveil est brutal, mais les vacanciers encore de bonne humeur. On est en vacances, on va en profiter. On s'en fout s'il y a des bouchons, c'est pas grave. On s'en fout, on fait la route quand même. Je pense qu'on n'est pas du tout pressé de partir. On va les laisser avancer un petit peu. Et quand on verra que ça va s'éponger un petit peu, on va reprendre la route. Après un bon petit repas, je pense. Une centaine de kilomètres de bouchons en cumulé au plus fort de la journée. Un temps de parcours entre Lyon et Orange multiplié par 2. Dans la vallée du Rhône, le trafic était à la hauteur des prévisions. Alors en fin d'après-midi, même les plus vaillants baissaient pavillon. Bouchons au péage à Clermont, bouchons depuis Chana jusqu'à Tain-l'Hermitage. On a quitté l'autoroute parce que mieux vaut rouler lentement en roulant que de ne pas rouler, voilà. On a eu quand même de la pluie, du beau temps, des orages. Donc bon, c'est un peu ça. Puis toujours à l'affût du ralentissement aussi, hein. Donc il faut faire très attention. Fatigant. Ouais, très fatigant. Finalement, aujourd'hui sur la route, les vacanciers les plus heureux étaient sans doute ceux qui rentraient chez eux. Car même dense, la circulation était tout de même plus facile dans le sens des retours. Grâce sans doute au week-end du 15 août, de nombreux vacanciers ayant décidé de prolonger leur séjour. Au Touquet, après l'enlèvement d'une petite fille de 4 ans et demi, le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une information judiciaire. La fillette aurait été enlevée par sa mère, de nationalité russe, aidée par 2 hommes, alors qu'elle était en vacances avec son père, français, chez ses grands-parents au Touquet. Frédéric Vion. Le long de cette rue du Touquet, mercredi dernier, il est un peu plus de 19 h quand la petite Sophie, âgée de 4 ans, sort de la maison de ses grands-parents sur son tricycle. La maison est toute proche et sa grand-mère est à ses côtés, mais quand la petite fille arrive à hauteur d'une voiture en stationnement, un inconnu en sort et s'empare d'elle. Tout se déroule alors en quelques instants. J'ai cru qu'il allait me demander un renseignement et il s'est emparé de Sophie. Et... Bon, la suite, ça a été épouvantable, bouleversant. J'ai été mise par terre, je retenais la petite autant que j'ai pu de mes 2 mains. J'ai fini par tomber, j'ai continué à la tenir. Mon pied était presque sous la voiture, j'ai réussi à le dégager. Enfin, c'était épouvantable.
À l'arrière de la voiture, Madame Dubois aura le temps de reconnaître Elena, son ex-belle-fille. Car les parents de la petite Sophie sont en instance de divorce et la mère de la fillette de nationalité russe n'a pas obtenu la garde, confiée à Laurent, son père. Un père qui ne pensait pas que son ex-femme mettrait un jour ses menaces à exécution. Elle m'avait à de nombreuses reprises menacé d'intervenir par n'importe quel moyen pour enlever Sophie. Je le prenais pas véritablement au sérieux. Mais bon, j'ai d'abord été rassuré de savoir que c'était sa mère qui l'avait enlevée et pas quelqu'un d'autre. Si en effet la vie de la fillette n'est a priori pas en danger, la justice craint en revanche que sa mère ne lui ait déjà fait quitter le territoire. Une plainte pour enlèvement de mineur avec violence a donc été déposée au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Près de Mulhouse, 35 plaques de cuivre stockées dans l'attente d'inscription funéraire dans un cimetière ont été volées. Elles représentent un montant de 3 000 €. Avec la hausse des cours, les vols de métaux se multiplient, notamment le cuivre, qui se vend à 5 € le kilo. Reportage avec la brigade anti-criminalité de Nancy, avec Christophe Nédard et Jean-Pierre Pasteur. Là, ils ont coupé les bordures de grillage, on a refermé. Ils ont coupé de part et d'autre, et puis ils passent avec une échelle, et puis en 5 ou 6 minutes, ils nous sortaient 1 tonne ou 2 tonnes de cuivre par au-dessus des murs. Serge Dumont a été cambriolé une trentaine de fois depuis 2 ans, car ce ferrailleur possède un véritable trésor. 60 tonnes de cuivre, valeur marchande 300 000 €. Avec la hausse des cours, les vols de métaux se sont multipliés dans la région. Les voleurs sont intéressés par ces produits-là, parce qu'ils sont facilement vendables, c'est de la marchandise très facilement négociable. À quel prix? Sur une valeur marchande de 4 €, 4,50 €. Les marchands allemands ou belges n'ont pas trop de scrupules au niveau des achats. À Nancy, la brigade anticriminalité est sur ses gardes. Avec d'autres unités de la police, elle chasse les voleurs de métaux, surtout la nuit. Qu'est-ce qu'on vous a signalé là? Vol sur chantier, donc c'est peut-être du vol de cuivre. C'est fréquent les interventions sur chantier pour vous en ce moment? C'est assez souvent, oui, c'est assez souvent. Les hommes de la BAC fouillent le chantier, de fond en comble. Mais les voleurs ont pris la fuite. Ça c'est régulièrement visité, hein. Tous ces types de chantiers comme ça sur Nancy, c'est comme ça. Il y a de la surface, donc forcément il y a de la camelote. Ils sont pas forcément très bien sécurisés, hein. On a pu passer à travers une grille. Le profil type du voleur est multiple. On a des personnes qui peuvent commettre des vols de chantier de façon occasionnelle, pour arrondir leur fin de mois. Et on a aussi des délinquants qui, eux, sont un peu plus organisés. Depuis le début de l'année, 48 vols de chantier ont été commis sur l'agglomération nancéenne. La BAC a interpellé une dizaine de personnes. Il y a 25 ans, lorsque l'ordinateur personnel est apparu dans les bureaux, on imaginait mal que cette grosse machine de 11 kilos, qui permettait tout juste de stocker une quinzaine de pages, deviendrait un équipement de grande consommation. Il y a aujourd'hui 1 milliard de PC en circulation dans le monde. Explication Yves Ginca et Julien Bon. IBM 5150, 11 kilos sur la balance et pas plus puissant qu'une calculette d'aujourd'hui. C'est elle le premier PC de l'histoire, son prix, 1 mois de salaire d'un cadre moyen, une révolution. Aujourd'hui, on connaît l'homme de l'année 1982, il est à côté de moi, je vous le présente, l'ordinateur individuel, Mr. Computer. Un écran fluo, un clavier et une mémoire 50 000 fois plus petite qu'aujourd'hui. De quoi stocker à peine 15 pages de texte que le PC peut compter, classer, trier. À l'époque, IBM s'attendait à en écouler quelques milliers, mais le succès est fulgurant, 1 million d'exemplaires vendus en moins de 4 ans. Aujourd'hui, l'ordinateur a envahi bureaux et foyers, jeux, internet, musique, photos, vidéos, il fait presque partie de la famille. Mais en 25 ans, le PC a-t-il vraiment changé? Le PC d'aujourd'hui s'inspire totalement du premier PC d'IBM. On y retrouve une carte mère, un processeur, de la mémoire, un système de stockage, un clavier, un écran. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la machine calcule 30 000 fois plus vite. Une progression constante pour des programmes toujours plus perfectionnés. L'an dernier, 230 millions de PC ont été vendus. Un mouvement à suivre. L'athlète française Latifa Essaroc était dopée lors de la réunion de Stockholm le 25 juillet où elle avait battu le record de France du 1500 mètres. Une procédure disciplinaire a été lancée, elle aurait pris des anabolisants.
Elle encourt 2 ans de suspension et pourrait perdre son record de France. C'est ce qui explique d'ailleurs son absence à Göteborg. Göteborg justement, où au championnat d'Europe d'athlétisme, Ladji Doucouré n'a pas pu se qualifier pour la finale du 110 mètres haies, victime d'une blessure au mollet droit. En revanche, les 4 relais français se sont qualifiés pour la finale. Reportage Manuel Tissier et Yann Moine. Pas de miracle pour Ladji Doucouré. Son rêve de doubler s'est envolé dès les demi-finales du 110 mètres haies. Le champion du monde 2005, couloir numéro 4, n'a pas pu défendre ses chances, trahi par son mollet droit. Malgré la douleur, il s'accroche pour rester au contact des meilleurs. Les haies tombent, Doucouré reste debout. Mais dans les tout derniers mètres, il doit couper son effort. Éliminé. Doucouré a tenté de repousser ses limites. Il a perdu son pari. J'aurais pu faire comme tous les autres, mettre un terme à ma saison, mais faire un pass au championnat d'Europe, moi j'ai pas voulu parce que j'avais quand même espoir et j'avais l'envie de le faire et puis de me prouver que même avec ça je pouvais quand même cavaler. Ça s'est pas passé, tant pis. Hein. Ladji Doucouré manquera demain à ses copains du relais 4 x 100 mètres. Les champions du monde en titre sont qualifiés pour la finale et devraient disputer la médaille d'or aux Britanniques. Les sprinteuses tricolores sont aussi candidates au podium. La France aura bien besoin des épreuves collectives pour affoler le compteur à médailles, toujours bloqué à 5 unités. Le relais a toujours été là pour nous mettre la petite dernière joie et bon, j'espère que demain ça se passera comme ça. Le relais a toujours été la cerise sur le gâteau et bon, faut que ça continue. Avec les 4 relais finalistes, il reste demain des perchistes, des marathoniens et des coureurs de fond pour finir en trombe. Glisser le long du fleuve à bord d'une gabarre, ces grandes barques à fond plat qui servaient à transporter le bois ou le vin entre Albi et Toulouse. Ces promenades sur le Tarn permettent d'apprécier les paysages et de se replonger dans une atmosphère très 19e. Reportage Muriel Lassaga et David Brez. C'est une rivière encore mystérieuse, presque invisible depuis la route, peu fréquentée par les plaisanciers. Tous les jours pourtant, une gabarre s'aventure sur le Tarn le temps d'une balade. On a vu qu'il y avait ce voyage, bon, faut qu'on le fasse, parce que... Et puis je suis pas déçu, c'est super joli. Ouais. Là on va quand même être quasiment 2 heures sur le bateau, donc c'est assez rare d'avoir 18 km de portions navigables comme ça sur une rivière, c'est quand même assez rare. Quoi. Le plus inattendu peut-être, la colonie d'oiseaux qui niche sur les berges. Ici, un héron pourpré, et là, un balai de Milan, ces petits rapaces friands de poissons. Plus loin, dans une enfilade de méandres, des tours de briques se dressent vers le ciel. Voici Albi-la-Rouge, un autre voyage qui commence. On se sent tout petit à côté de la hauteur des tours. On ne s'attendait pas à ça, quoi. Quelque chose d'aussi grandiose, spectaculaire. Là, comme ça, près des jardins de la Berbie, on se sent paisible, reposé. Le palais de la Berbie, c'est le musée Toulouse-Lautrec. Le petit homme né à Albi, le grand peintre lumineux. 1 millier de ses œuvres s'affichent ici. Toulouse-Lautrec, c'est un génie, quoi, qui a vécu son truc à fond et on s'en rend compte ici, c'est énorme tout ce qu'il a peint. Mais malgré la renommée du peintre, la cathédrale Sainte-Cécile lui vole la vedette. Elle est comme une forteresse toute bâtie de briques rouges par décision de l'évêque, le seigneur de la ville. Il a voulu montrer qu'on pouvait faire quelque chose de beau avec du matériau simple. Tous les Albigeois, sur les bords du Tarn, faisaient des briques. Et c'est avec ces briques-là qu'on a construit la cathédrale. À l'intérieur, tout n'est que dentelle de pierre, peinture chatoyante et statues polychromes. Un joyau de l'art gothique méridional qui domine depuis 600 ans la vieille ville d'Albi. À Saint-Malo, la ville résonne d'une toute autre ambiance avec la Route du Rock, festival de pop, rock et musique électronique créé en 1991. Il se déroule jusqu'à demain. Reportage Élise Jassin et Michel Hiver. Qui aurait parié que les mariachis du groupe américain Calexico feraient si bon ménage avec le ciel de Bretagne? Il faut dire qu'à Saint-Malo, les festivaliers ont toujours eu l'oreille fort curieuse. C'est assez pointu et c'est ça qui est intéressant. Le public est différent, c'est une autre ambiance, c'est pas les vieilles charrues, c'est pas Mobital, c'est Saint-Malo, quoi.
Car pour beaucoup, venir à la Route du Roc, c'est presque une profession de foi. Les catholiques, ils ont leur pèlerinage à Lourdes, nous on a notre pèlerinage à Saint-Malo. Pour cette 16e édition, les têtes d'affiche s'appellent Franz Ferdinand ou Mogwai. Mais il y a aussi les révélations. Voici le groupe Why, pas encore très sûr de sa notoriété en France. Vous croyez que tous les gens du public vous connaissent ce soir? Non. Oui. Le tout, c'est d'avoir au premier rang des gens qui aiment vraiment ce que vous faites. Derrière, les autres se disent, ça doit être un bon groupe puisque tout le monde les aime. Cette année, on attend 25 000 festivaliers à Saint-Malo et beaucoup ont déjà installé leur tente à 2 pas du site. Découverte des joies de la vie en communauté. On vient juste d'arriver, apparemment dans le camping où il y a 90% d'anglais, ça a l'air de poser un problème aux organisateurs. Je sais pas pourquoi. Faut pas mélanger français et Faut anglais. pas mélanger les français et les anglais apparemment, je sais pas. Non voilà, puis... Ouais, on est que les anglais, ouais. Voilà, c'est ça le problème. Sûr qu'ici, les nuits sont plutôt courtes. Alors pour récupérer, il y a la plage. Tous les après-midi, au pied des remparts, c'est l'heure de la sieste. En musique, forcément. Ainsi se termine ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Patrice Drevet, suivi du point route de Julien Pascal. Et puis à 20h45, je vous retrouve avec mes nouvelles copines, Samantha et Chantal à Fort Boyard, où nous avons vécu des aventures inoubliables, mais oui, encadrées par Olivier Mine et Anne-Gaëlle Ricciot. Très bonne soirée à tous et à demain. Bonsoir.